Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si l'on en croit la plupart de ceux qui l'ont connu, le père d'Aliénor, Guillaume X d'Aquitaine, n'est pas un parangon de toutes les vertus, encore moins de toutes les intelligences. Mais néanmoins, il va faire, en tout cas pour son temps, pour l'époque, il va faire un choix qui est assez extraordinaire, qui est d'élever sa fille comme si c'était un homme. Alors pourquoi est-ce qu'il a pris cette décision ? Il faut vous dire que son épouse Aénor de Châtellerault ne lui avait donné que 2 filles. Et quand Aliénor a eu 6 ans, il se trouve que sa mère, donc la femme de Guillaume X, a fini par mourir. Et donc il s'est dit qu'il n'aurait pas d'héritier mâle. Alors il va falloir élever Aliénor comme on élèverait comme un petit garçon. Elle va monter à cheval, elle va chasser, tirer à l'arbalète, manier l'épée. On la voit siéger auprès de son père dans les conseils politiques, conseils dans lesquels évidemment elle n'a pas droit de parole, ça paraît évident, mais quand même, elle peut percevoir tous les enjeux de pouvoir, ce qui fait qu'elle a très tôt la formation qui est celle d'un véritable chef politique. Ce sont des leçons de vie qu'elle prend. Il faut imaginer ce qu'est le duché dont elle va hériter, quelque chose d'extraordinaire. Le territoire peut être le plus fantastique de tout l'Occident, avec de très grandes et magnifiques villes, Bordeaux, Poitiers, Angoulême, Châteauroux, Châtellerault, Clermont, Limoges, Saintes, avec un niveau culturel très élevé, tous les troubadours. Il ne faut pas oublier que le grand-père d'Aliénor était Guillaume le troubadour. Donc, elle est à la tête d'un duché qui, par sa puissance financière, par sa richesse culturelle, constitue sans doute le duché vassal le plus puissant de tous ceux qui rendent hommage au suzerain, le roi de France, Louis VI. La cour de France est beaucoup plus modeste que tout ça. Et d'ailleurs, quand Aliénor va passer de Bordeaux à Paris, évidemment pour elle, ça va être un véritable choc. Cette petite fille élevée, vous l'avez compris, comme un garçon, avec une très belle éducation intellectuelle également. Elle parle couramment le grec ancien et le latin, ça paraît évident. On lui enseigne la littérature et la musique. On est à l'époque où l'amour courtois est en train de révolutionner les mœurs et elle en sera la championne, si vous me passez l'expression, de cet amour courtois. Elle a passé également de longs mois à l'abbaye de Fontevraud en compagnie de moines qui lui ont transmis l'incroyable savoir qu'ils avaient acquis à cet endroit. Bref, nous sommes en présence d'une jeune fille qui a reçu l'éducation la plus complète qu'on puisse imaginer. C'est dans ce raffinement-là qu'elle grandit. Et puis, en 1137 survient un drame qui va bouleverser sa vie. L'archevêque de Bordeaux annonce à Aliénor et à sa petite sœur Pétronille la nouvelle terrible. Leur père, qui était parti en pèlerinage à Compostelle, leur père est mort. Il est mort sur le chemin. Elle n'a que 15 ans, Aliénor, à l'époque. Et voilà que elle qui était déjà une des héritières les plus convoitées du monde, voilà que maintenant, elle devient carrément la souveraine, si l'on peut dire. En tout cas, la chef de famille la plus convoitée de toute l'Europe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Philippe Toureau a fait paraître une biographie d'Aliénor chez Perrin, c'était l'année dernière. Voilà ce qu'il nous dit. Quand Guillaume X meurt en Espagne en 1137, il cède certes à son héritière un riche duché, mais il laisse surtout ses 2 filles totalement désemparées. En effet, l'aînée Aliénor n'a pas encore 15 ans et se retrouve seule à la tête du plus puissant duché de France. Raymond de Poitiers, son oncle paternel, est en Orient en tant que prince d'Antioche, tandis que sa mère Aénor est décédée 7 ans plus tôt, en 1130. Guillaume X n'a pas pris les dispositions nécessaires pour la marier, mais il a au moins fait connaître ses dernières volontés. Ses filles seront placées sous la garde du roi de France, Louis VI, dit le Gros en raison de sa corpulence, Louis VI qui gérera aussi leur patrimoine. Cette décision peut nous surprendre aujourd'hui, mais elle se situe dans le droit fil de la tradition féodale. À l'époque, un vassal, si grand soit-il, peut confier sa descendance mineure à son seigneur pour qu'il la protège, elle et ses biens.
Après le décès de son père, ajoute Philippe Toureau, Aliénor, désormais héritière unique du Poitou et du duché d'Aquitaine dans son entier, suscite l'intérêt des familles princières, repoussant les convoitises des grands. Le roi de France n'hésite pas, puisqu'on l'a chargé de trouver un époux à la jeune fille. Pourquoi ne pas la donner en mariage à son propre fils, Louis le Jeune, l'héritier du trône? Ah oui, on se met à la place du roi Louis VI, on n'hésiterait pas longtemps. Vous imaginez, c'est ce parti, le plus extraordinaire parti d'Occident qui est là, qui tend les bras, si je puis dire, et lui a un fils à marier. En 1137, on va donc marier les Tourtereaux au mois de juillet 1137. Tout ça va très vite puisque le duché d'Aquitaine va offrir au roi de France ce dont il avait grand besoin. Ça, c'est le syndrome de tous les rois de France. Hein. Ils ont toujours grand besoin d'argent, bien entendu. Et là, la dot va être extraordinaire. Il faut vous dire que les voisins du royaume de France sont un peu turbulents. Je pense aux Angevins et aux Normands, bien entendu. Si l'on y regarde de près, la couronne de France fait un gain colossal à ce mariage. Ce mariage triple littéralement la taille du domaine royal. La jeune mariée apporte en dot donc la Guyenne, la Gascogne, le Poitou, le Limousin, l'Angoumois, la Saintonge, le Périgord. Là où Aliénor, en revanche, gagne peu. C'est même presque une déception pour elle. Hein. Le domaine royal, à l'époque, c'est grosso modo l'île de France, un peu plus grand peut-être. Ça va de Soissons à Bourges, disons, avec des villes beaucoup moins florissantes que toutes celles qu'a pu connaître et fréquenter Aliénor. Une culture des lettres inférieure à tout ce qu'elle a pu connaître depuis son enfance. C'est à Bordeaux que le mariage a donc lieu, le 25 juillet 1137. Bon, Aliénor est heureuse néanmoins, puisque son mari est l'héritier du royaume de France. Et d'ailleurs, quand ils vont remonter vers Paris, ils sont en train d'entrer dans la bonne ville de Poitiers quand on leur annonce la mort du roi de France, Louis VI, vient de mourir. Eh bien, longue vie au roi Louis VII, ça y est. Elle qui venait d'épouser un prince héritier, la voilà désormais l'épouse du roi Louis VII. Elle devient la reine Éléonore de France. Elle est encore toute jeune hein, quand même. Le roi a 17 ans. Elle n'en a, elle, que 15. Vous écoutez Radio Classique. Ils remontent donc vers la capitale, ces jeunes mariés qui sont maintenant le roi Louis VII et la reine Éléonore de France, Aliénor d'Aquitaine donc. Hein, ils arrivent à Paris à la fin de cet été 1137, dans le palais de la Cité. Sur l'île de la Cité, bien entendu. Il veut aller vite, Louis VII, à la mort d'un roi capétien. Il est fréquent que des intrigues de cour posent des problèmes, surtout là en l'occurrence chez les notables d'Orléans qui ont l'intention de proclamer leur autonomie. Ça commence mal. Et donc, quand Aliénor arrive à Paris, eh bien, ce qu'elle découvre n'est pas du tout ce dont elle rêvait, hein, disons les choses. Ce ne sont pas les intrigues de palais qui l'inquiètent, elle, non. C'est l'état de la ville, cette cité parisienne qui est essentiellement réduite à l'île de la Cité et à quelques grandes rues sur la rive gauche, hein, ce qu'on appelle le quartier latin. Très peu de rues pavées, des artères qui sont longues, sales, assez lugubres pour la plupart. Et puis le palais lui-même n'est pas incroyable du tout. On a pris l'habitude de prendre les repas royaux dans la salle même où le roi rend la justice. Les fenêtres de la chambre royale donnent à l'ouest, il y fait un froid de gueux. Les tapisseries existent, certes, mais elles se font rares. Rien à voir avec les tapisseries somptueuses de soie et de fil d'or qu'on trouvait à Bordeaux. Non, tout ça est un peu décevant, bien sûr. Quasiment pas d'objets d'art, très peu. Aliénor fait installer une grande cuve dans laquelle au moins elle pourra se laver comme elle avait l'habitude de le faire, et puis elle fait venir par plein charroi, elle fait venir toutes les œuvres d'art, toutes les tapisseries, les gros tapis, etc. qu'elle peut faire venir de sa Guyenne, de son Aquitaine. Elle fait également venir des jongleurs, des troubadours, des musiciens. Il s'agit de tuer un peu l'ennui et de réveiller cette vieille cour qui lui apparaît littéralement lugubre. Et puis, disons les choses, le roi Louis VII est un charmant jeune homme, mais il est
extrêmement pieux. Il passe énormément de temps dans ses dévotions et c'est pas tout à fait le mari dont pourrait rêver cette toute jeune femme. Il n'était d'ailleurs pas du tout destiné à devenir roi de France au départ. C'était son grand frère Philippe qui devait ceindre la couronne et Louis devait consacrer sa vie à la prière et à l'église. Seulement, voilà, Philippe, vous savez, a eu cet accident incroyable. Son cheval a heurté un cochon dans une rue de Paris. Il a fini par en mourir et c'est le petit frère qui est devenu l'héritier, qui maintenant est le roi de France. Aliénor ne partage pas la vie pieuse de son mari. C'est pas du tout comme ça qu'elle a été élevée, elle, la petite fille du troubadour, comme on appelait son duc de grand-père. On pourrait même dire que élevée dans le souvenir de la littérature antique, de la mythologie grecque, etc., elle n'est pas du tout un modèle de dévotion et les bondieuseries de son époux commencent vraiment à lui taper sur les nerfs. Et puis, elle est la vie même, Aliénor. Elle dévore la vie à pleines dents. Elle est d'une exubérance extraordinaire, d'un tempérament emporté. Rien à voir avec la prudence très discrète du roi, qui va très vite tomber sous l'influence de sa femme, il faut le dire. Elle est sa véritable conseillère. D'ailleurs, elle arrive à entrer dans le conseil, ce qui ne plaît pas du tout aux conseillers habituels du roi, vous imaginez. Alors là encore, elle n'est pas censée parler. Elle peut donner son avis seulement quand on le lui demande. Mais la vérité, c'est qu'elle va très vite semer la zizanie au sein du Conseil pour essayer de gagner en influence. Je cite encore Philippe Toureau. Dès le début de l'Union, le couple royal entend s'imposer dans le royaume de France. Louis VII, parce qu'il veut pleinement jouer son rôle de souverain, notamment dans le sud-ouest qu'il gère au nom de son épouse. Aliénor, parce qu'elle a un goût de puissance et qu'elle entend bien prendre du pouvoir. De là émerge une communauté d'idées et d'intérêts, mais elle est bientôt contrariée par certains événements et des conseillers chevronnés, dont quelques-uns ont déjà fait leurs preuves sous Louis VI. Parmi eux, l'abbé de Saint-Denis suggère, aussi habile homme d'action aimant le luxe. Et n'oublions pas son rival, néanmoins ami, Bernard de Clairvaux, un abbé vivant dans la pauvreté et la simplicité. En tout cas, au moins au début du règne de Louis VII, ces deux hommes sont très écoutés du prince. Pour Aliénor, il constitue une force qui risque d'être gênée par ses ambitions politiques et par les hésitations du roi. En 1140, de nouvelles révoltes nobiliaires secouent l'Aquitaine, car le roi est jugé trop tyrannique. Pour parer au danger, il envoie des troupes chargées de mater la sédition, et à vrai dire, il n'y a là rien de nouveau. Le duché était déjà très agité depuis longtemps. Des expéditions avaient dû être menées par Guillaume IX, puis Guillaume X pour faire respecter l'autorité. Cette fois, il s'agit d'affrontements directs entre les vassaux et le roi qui se montre soucieux de préserver les biens de sa femme. Qui a inspiré des envois militaires dans le sud-ouest ? Aliénor aurait-elle influencé son royal époux ? C'est bien possible. Oh, on doit même pouvoir estimer que c'est probable. Suger trouve que cette reine intervient trop. Il a bien compris son rôle, il s'en méfie. Il avertit le roi. Il lui dit attention, vous êtes peut-être sous l'influence de votre épouse. Alors il le dit sans doute avec plus de diplomatie que ça, mais il y a une chose qui déplaît au roi et à son entourage, c'est que Aliénor, qui se révèle tellement fantasque dans ses goûts et tellement dominatrice dans sa politique et dans son influence, Aliénor, pour l'instant, ne donne pas d'enfant à la couronne. Pas moyen de la voir enceinte, cette jeune femme. Et les années vont s'enchaîner, 5, 6 à 8 ans de mariage. On est maintenant en 1145. Ça y est, la reine est enceinte. Sauf que lorsque l'enfant naît, c'est une fille qui s'appelle Marie. N'oubliez pas que nous sommes au royaume de la loi salique. Il y a un autre projet qui vient faire oublier au roi ses malheurs, et il est probable que ce projet, Aliénor en ait été porteuse, c'est une croisade. La ville d'Édesse vient d'être reprise par un gouverneur turc. Les habitants y ont été massacrés. Les autres royaumes chrétiens sont en danger. Le roi convainc Bernard de Clairvaux. Le pape va les soutenir et Louis
a bien l'intention de partir. Il faut dire qu'il a été dûment chapitré par son épouse. Aliénor ne rêve que d'Orient. Est-ce que le but, c'est de s'éloigner d'un royaume de France où elle sent que son influence est mise en cause? C'est probable. Il y a la volonté aussi de découvrir cet Orient dont elle a rêvé depuis toujours, de fuir Paris, c'est vrai. Louis VII est heureux que sa femme accepte de l'accompagner, mais c'est totalement inédit, ça. Que la reine de France accompagne son mari sur le chemin de la Terre Sainte, vous imaginez, c'est un choc pour les mentalités du temps. On en parle, on ne parle même que de cela. Peut-être que Louis VII, qui n'avait pas une confiance totale dans Aliénor, s'est dit aussi que, en emmenant sa femme en croisade, eh bien, il serait sûr au moins qu'elle ne commettrait pas la plus légère infidélité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il a fallu un très long voyage, évidemment, pour aller en Terre Sainte. D'abord, on s'arrête à Constantinople après 4 mois de pérégrination. Pour beaucoup, c'est une simple marche. On arrive le 4 octobre 1447 sous les murs de la ville sainte. Alors évidemment, Aliénor ouvre de grands yeux devant la basilique Sainte-Sophie, devant le palais des Blachern, qui est la demeure de l'empereur et de sa femme. Il y a un chroniqueur qui nous dit: de toutes parts, on n'y voit que dorures et peintures aux couleurs variées. La cour est pavée en marbre avec une habileté exquise, et je ne saurais dire ce qui contribue le plus à donner une grande beauté à ce palais, de l'art merveilleux qui s'y déploie ou des précieux matériaux qu'on y trouve. Ah là, elle est à son affaire, Aliénor, qui est charmée aussi par la musique grecque, par les chœurs de castrat qu'elle découvre. On va rester comme ça 1 mois à Constantinople, et c'est à partir de la deuxième partie du voyage que les problèmes vont commencer. On apprend que la partie allemande de cette expédition religieuse, c'est la croisade menée par Conrad III, a été anéantie. Et Louis VII se dit qu'il vaut mieux rester sur la côte. Il faut passer par des chemins de plus en plus abrupts, le long de précipices. Aliénor est à cheval, à l'avant-garde, avec les chevaliers aquitains. Le 6 janvier, les Turcs laissent passer l'avant-garde. Si vous voulez, ils regardent passer Aliénor, et ensuite, ils vont se jeter sur le gros de l'armée. Le roi se défend avec courage, il va frôler la mort, et puis, la nuit venue, le reste de l'armée rejoint l'avant-garde. Aliénor est effrayée lorsqu'elle voit arriver son mari, qui est littéralement couvert de sang. Bref, on va finir par arriver au port grec d'Adalia, où les Byzantins prêtent au roi de France et à la reine des navires pour gagner celui d'Antioche, où l'on retrouve donc l'oncle d'Aliénor, Raymond de Poitiers, qui est gouverneur et prince d'Antioche. On retrouve aussi beaucoup d'Aquitains. Elle est heureuse ici. Alors là, on parle la langue d'oc de son enfance, n'est-ce pas? Évidemment que le prince, l'oncle d'Aliénor, remercie le roi et lui dit que désormais, on va pouvoir aller reprendre Édesse. Sauf que Louis VII n'a pas du tout l'intention de reprendre Édesse. Lui, il veut se rendre le plus vite possible à Jérusalem. Et c'est un véritable... un débat terrible entre Aliénor et son mari, parce qu'elle voudrait aider son oncle, bien entendu. Le roi finit par perdre patience. Aliénor, pour autant, ne change pas d'opinion. Eh bien, tant pis, dit-elle, si vous allez à Jérusalem, moi, je demeure à Antioche avec mon oncle. Et la nuit même, Louis VII va devoir enlever sa femme de force et quitter la ville. Il monte sur un navire, et ça, Aliénor ne le pardonnera jamais. Louis VII est remonté lui aussi contre son épouse. Bref, cette croisade est en train de virer au cauchemar. En 1149, sur la route du retour, un peu plus tard, les 2 époux qui ne veulent même pas se croiser se trouvent sur 2 navires différents. Seulement voilà que des pirates byzantins vont capturer le navire d'Aliénor. Elle est donc désormais prisonnière des pirates, vous imaginez. Il en faut beaucoup pour qu'on la finisse par la ramener à terre. Qui sait quel aurait pu être son destin, hein. En tout cas, les Siciliens la libèrent, et c'est en décembre 1149 qu'elle va finir par retrouver son mari, cette fois sous la l'égide et la bénédiction du pape. Autant vous dire que après tout ça maintenant, les 2 époux ont bien compris que cette union n'irait pas loin, et ils ne veulent qu'une chose: l'annulation de leur mariage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dans un numéro spécial, hors série d'Historia que nous avions consacré à Aliénor il n'y a pas très longtemps,
Voici ce que disait Martin Aurèle, et c'est pour moi une émotion de citer Martin Aurèle qui nous a quittés il y a quelques semaines de la manière la plus inattendue qui soit et qui a beaucoup choqué tout le monde. Pour la noblesse médiévale, écrivait Martin, il existe un moyen de contourner l'indissolubilité matrimoniale, c'est la consanguinité. L'Église interdit en effet le mariage de cousins qui auraient un aïeul commun jusqu'au 7e degré. Or, un couple peut prétendre ignorer cet empêchement au moment des noces et ne le découvrir que des années plus tard. Après 15 ans de vie maritale, Louis VII désespère de se donner une descendance masculine. Il sait posséder un ancêtre commun avec Aliénor à la 4e génération pour lui et la 5e pour elle. C'est Robert II le Pieux qui avait été roi de France. Il en alerte l'autorité supérieure de sa province ecclésiastique, Hugues de Toucy, archevêque de Sens, qui convoque Geoffroy du Leroux, l'archevêque de Bordeaux, qui avait béni l'union 15 ans auparavant. Plusieurs de leurs évêques suffragants vont répondre aussi à l'appel, et tous ces prélats et de nombreux barons se retrouvent au concile de Beaugency près d'Orléans. Le tribunal siège le 21 mars 1152. Les témoins attestent sous serment les liens familiaux entre les époux. Pour la plupart, ce sont des parents du roi au courant de leur généalogie. Ils connaissent bien leur maison, sous leur foi. Les évêques demandent au roi de France et à Aliénor de se séparer car ils vivent, selon le vocabulaire de l'époque, en inceste. Chacun pourra ensuite convoler dans de nouvelles noces. C'est ce que va faire le roi Louis VII, bien sûr, mais c'est ce que va faire aussi Aliénor, qui, à très peu de temps de là, va épouser, cette fois les noces auront lieu à Poitiers, elle va épouser Henri d'Anjou, Henri Plantagenet, dont elle fera bientôt le roi d'Angleterre. La première partie de la vie d'Aliénor est donc close. On a très envie de rouvrir le rideau sur une suivante. Vous écoutez Radio Classique.